Bonjour à tous, amis de l'ARH. Je suis Béatrice, la cofondatrice de Kokoroe. Kokoroe en japonais signifie apprendre avec le cœur. Et notre mission, former chacun aux compétences de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une femme du learning et de la tech. J'ai nommé Marie-Dominique François Berger. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Béatrice. Alors, Marie-Dominique, tu es un titre qui est assez long et impressionnant. Global Learning and Development Director chez Dassault Systèmes. Alors, dans quelques instants, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais j'aimerais, comme à mon habitude, faire un focus un peu sur ton CV et ton parcours. D'abord, ma question habituelle, qu'est-ce que tu souhaitais faire quand tu étais petite ? Alors, grande question, parce que j'ai voulu faire plein de choses quand j'étais petite. Et mon premier et plus grand rêve était d'être la première femme présidente de la République. J'adore, super ambition. Et j'ai l'habitude de dire que c'est encore possible, puisqu'on l'a toujours pas. Donc, même si je suis très loin de la politique aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, mes frères et sœurs diraient que c'est mon côté despote, un peu leadership, qui s'exprimait, mais très, très jeune. Enfin, dès le CP, c'était ça. Excellent. Est-ce que tu as été déléguée de classe ou ce genre de choses ? Ah bah voilà, en général, ce genre de parcours, on les reconnaît. Et du coup, tu as choisi une voie qui est vraiment la voie académique, vraiment par excellence, le droit, puisque tu es rentrée ensuite chez Assas, une super université à Paris. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a plu dans le droit ? Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Oui, j'ai choisi le droit en terminale parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais intéressée par énormément de choses. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'assister à un cours de maîtrise à l'époque par une amie d'Abby. Et j'ai adoré le cours. Et là, je me suis dit, bon, c'est parfait, c'est pour moi. Et ce qui me plaisait, c'est à la fois le côté intellectuel et puis surtout le côté pragmatique du droit que l'on peut y donner. Pas simplement de grandes choses, de grandes théories. Et la diversité des matières qu'on pouvait apprendre et qui pouvaient aider l'ensemble des citoyens, quelle que soit la partie du monde. C'est vrai que c'est une vraie culture générale qui peut servir dans plein d'aspects, que ce soit IMO, perso ou autre. Et du coup, à l'issue de ces études, parce que du coup, c'est quand même des études assez longues que tu fais, tu choisis du coup de t'orienter dans un univers qui est complètement différent. Tu arrives chez LG Electronics. Ouais. Déjà un petit goût pour la tech. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études parce que j'étais très timide. Je suis une grande introvertie. Ce qui surprend d'ailleurs mes amis de l'époque, mes amis de la fac, c'est que je sois aujourd'hui dans un métier où on doit prendre la parole. Et effectivement, c'était très, très, très compliqué pour moi. Et j'ai décidé, avant d'arriver chez LG Electronics, de travailler dans le monde de la relation client, dans le monde du service, pour essayer de me décoincer. Et c'était pas épuisant pour toi ? Parce que souvent, je suis moi-même une introvertie, parfois un peu fatiguée aussi, non ? T'as réussi à gérer ce... Alors, du coup, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre avec les feedbacks pas toujours agréables des clients. Par exemple, ça serait bien que vous souriez de temps en temps, ou décoincer la bouche, des choses très, très sympathiques. Et puis, j'ai commencé à lire beaucoup sur la PNL, sur l'analyse transactionnelle, sur la process com. Et du coup, ça m'a amené petit à petit à penser à la formation. Mais le jour où j'ai vraiment pensé à la formation, c'est quand j'ai été chez Infomobile, qui est une toute petite entreprise qui faisait partie du groupe Bouygues, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui faisait les Kobi. Donc le concurrent de Tatou, les pagers à l'époque. Les moins de 20 ans ne savent pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous rajeunir. Ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, c'était mon premier pas dans la tech, en fait, avant de rentrer chez LG Electronics. Et du coup, j'ai découvert un environnement très différent de ce que j'imaginais et très centré sur l'humain, au-delà de la tech, justement, où on avait un certain nombre de collaborateurs qui avaient des difficultés à s'exprimer, à rentrer en relation avec les clients ou tout simplement entre eux, et qui étaient très centrés sur leur expertise, et en même temps une vraie appétence pour apprendre. Donc cette dualité m'intéressait énormément, que ce soit chez Infomobile ou tout au long de mon parcours. Et j'ai eu la chance, en fait, chez Infomobile, parce que c'est le DGA qui m'a offert le poste de responsable formation. Je ne postulais pas du tout pour ça à l'époque, de tenter cette expérience et d'adorer cette expérience où j'ai tout monté à l'époque pour créer le service formation dans l'entreprise qui n'existait pas. C'était une personne à temps partiel qui faisait de la formation obligatoire, c'est tout. Excellent. Pour quelqu'un qui n'est pas du monde de la formation, c'est un beau challenge. Oui, et moi j'adore ça. Et là, ensuite, tu enchaînes sur...
Et là, j'enchaîne sur un cabinet, un petit cabinet qui s'appelait VHG de Consultants, où on était 3 fondatrices. On a fait du conseil RH et de la formation, et c'était l'époque des call centers. Et on s'est concentré en fait sur cette niche de marché pour aider les collaborateurs justement qui rencontraient des difficultés à parler aux clients, à changer leur métier, puisque cette notion de relation client avec la croissance des téléphones mobiles dans le monde a changé complètement la relation du client à l'entreprise. Et on voit que la qualité d'un bon service client joue vraiment sur les indicateurs de satisfaction. Tout à fait. Et du coup, c'était un nouveau métier, de nouvelles compétences qui commençaient à émerger vraiment plus qu'auparavant, ce qu'on appelle aujourd'hui grossièrement les soft skills, mais tout ce qui est relatif à l'écoute active, tout ce qui est relatif à la capacité à reformuler, à prendre un pas de recul ou à faire de l'empathie. Tout simplement, toutes ces compétences qui n'étaient pas mises en avant auparavant, à vraiment les utiliser comme des compétences professionnelles au sein de formations que l'on montait pour nos clients. Et là, du coup, cette expérience entrepreneuriale, elle dure combien de temps ? Elle dure presque 5 ans. Et à cette époque, je travaille énormément, puisqu'évidemment, quand on est entrepreneur, on a sa boîte. Voilà, on met toutes ses tripes. Mais surtout, je découvre énormément de profils, d'entreprises, de défis, de collaborateurs qui ont très peur de se mettre en danger, puisque du jour au lendemain, ils passent de ce qu'on appelait le back-office au front-office. De savoir se présenter, est-ce que je me présente en mon nom, est-ce qu'ils vont venir me chercher, etc. Parce que les clients peuvent être sympas, mais pas toujours. Et donc, d'apprendre à gérer toute la partie émotionnelle aussi pour ces collaborateurs était très important. On a commencé à construire pas mal de formations avec des contenus de psychologie. On s'est beaucoup inspiré, notamment d'Eric Berne, pour pouvoir travailler sur ces compétences-là et amener les collaborateurs petit à petit à s'accepter et à voir les talents, les capacités qu'ils pouvaient développer pour répondre aux clients. Excellent. Et on sent, là tu cites des références comme du coup le psychologue canadien Eric Berne notamment. Tu t'es fait ta culture toute seule à ce moment-là, parce que du coup tu n'as pas eu de formation, je le rappelle. Tout à fait. Et là c'est toi qui en autodidacte te renseigne, discute avec peut-être des pairs. Oui. Alors en fait c'est la personne qui est venue me chercher, avec qui je travaillais avant, encore quand j'étais étudiante, qui m'a dit j'ai envie de monter ce cabinet, j'ai besoin de bonne volonté, est-ce que tu veux tenter l'aventure ? Et qui elle-même était très curieuse, qui était complètement autodidacte parce qu'elle n'avait même pas le bac, donc qui cherchait beaucoup, qui se formait beaucoup par les conférences et tout ce qu'on pouvait trouver. Et du coup, qui m'a amenée à avoir cette même démarche. Moi, j'étais déjà très curieuse, mais à commencer aussi à me tourner vers ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Parce qu'effectivement, en France, c'était pas toujours très développé. J'avais lu le bouquin de Peretti sur les RH. Mais bon, le côté un peu administratif, classique de la formation ou du droit de la formation, etc., ça, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui me faisait vibrer. Et d'avoir tout ce pan psychologique était très fort. C'est un super rapport. Et ensuite, du coup, là, tu refais une incursion, mais du coup, cette fois-ci dans un univers qui est totalement différent. Oui. Raconte-nous. Alors, LG Electronics. LG Electronics, entreprise coréenne. Défi posé à l'époque par celui qui me recrute, c'est de créer un learning center en Europe. Puisque la société LG Electronics, à l'époque, décide de devenir mondiale. Alors, mondiale, non, pas dans ses implantations, mais par rapport aux collaborateurs qu'elle recrute et au marché, évidemment. Et là, pour accompagner cela, ils décident de mettre des learning centers dans les grandes régions du monde, dont près de Paris. Et mon job, à moi, c'était de permettre aux Européens de comprendre la culture coréenne et inversement, et d'apporter bien évidemment tout ce qu'on appelle les formations techniques pour les collaborateurs, pour rentrer bien dans la culture. Et c'est vrai, justement, le choc des cultures, je ne sais pas si c'était un peu Erin Meyer, mais ça résonne. Culture coréenne, quand même, très codifiée. Ouais. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? C'est un choc. Pour moi, déjà, j'ai passé 1 mois et demi d'intégration à Séoul et à Pyeongtaek. Pyeongtaek qui est le berceau du Corporate Learning Center de LG Electronics. Puis là-bas, des boîtes comme LG, Samsung, c'est plus des boîtes, c'est presque ce sont des shy balls. C'est shy ball, c'est ultra puissant. C'est complètement niveau puissant. d'influence.
moi, quand j'ai pris l'avion la première fois, déjà, j'étais quasiment la seule non-coréenne dans l'avion de Paris à Séoul. Et il y avait un monsieur à côté de moi qui m'a dit « Mais vous allez faire quoi? Vous travaillez pour qui ?» Et quand j'ai dit LG Electronics, il m'a dit « Bonne chance ». J'ai dit « Bon, on va voir ». Et effectivement, mon intégration a été un peu violente. Parce que déjà, je m'attendais à ce qu'on parle assez bien anglais là-bas, ce qui n'était pas le cas. J'ai vécu le Lost in Translation à Séoul, mais j'ai appris énormément parce que déjà, ça a bousculé tous mes biais, notamment par rapport à ce que je connaissais de la Corée, qui était basiquement la guerre de Corée. Je ne connaissais pas du tout cette culture. Et puis, tous les a priori que je pouvais avoir par rapport à l'apprentissage qui me semblait universel. Mais la manière d'apprendre et la manière de recevoir le savoir est complètement différent en Corée. Parce que, tout simplement, vous avez, il y a une notion de hiérarchie très, très forte. Ouais, on parle de respect. Ouais, on parle de seconde famille, mais c'est extrêmement c'est très ancré. Et la première formation à laquelle j'ai assisté, moi, j'étais pleine de questions pour le formateur et j'ai commencé à lever la main, essayer de poser des questions. Et le formateur se cachait derrière son PC parce qu'il était assis derrière son PC et il se cachait quand je posais des questions. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et à la pause, je suis allée voir un de mes collègues que je connaissais. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu es en train d'offenser le formateur. Bon, d'accord. Donc, on va réapprendre tout ce qu'on sait. Et j'ai appris petit à petit à travailler effectivement avec cette culture, à découvrir cette culture et tout le rapport lié au respect, à ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée, la reconstruction, la volonté d'aller plus loin, enfin d'avoir une technologie qui aide le monde et en même temps d'être vraiment présent sur le marché. Et là, on peut dire que c'est une certaine chance finalement d'être confronté si jeune à une culture internationale très forte. Oui. J'imagine que par la suite, on va le voir, tu as été dans des grands groupes aussi internationaux. C'est quelque chose qui t'a apporté cette ouverture finalement sur le monde. Complètement. Et le fait effectivement de travailler vraiment dans une équipe internationale, parce que du coup, le learning a été composé de personnes à la fois coréennes et des locaux, comme on les appelait, européens et mondiaux. Donc j'ai appris énormément en très peu de temps. Et même mes managers de l'époque, toutes lignes hiérarchiques confondues, étaient de nationalités différentes. Donc, ça permet de prendre un recul et une accélération en termes d'apprentissage très, très forte. Et donc là, on le voit, donc immersion technologique. Oui. Et comme tu aimes bien les incursions, quelques années plus tard, tu pars dans un univers radicalement différent, l'univers du luxe, puisque tu rejoins Louis Vuitton. Tu peux nous raconter? Alors, Louis Vuitton... c'était un rêve pour le coup, mais pas en tant que collaboratrice, en tant que cliente. Consommatrice. Tout à fait. Le rêve de la française, de la trentenaire, j'aurais mon sac Louis Vuitton, etc. Et en fait, ce qui est très drôle, c'était pas forcément speedy, mais peu importe. Ce qui était très drôle, c'est que j'ai été contactée par le DRH à l'époque sur LinkedIn le jour de mon anniversaire, et du coup, j'ai cru à une blague parce que j'embêtais tellement mes proches sur le sujet. Je me suis dit, bon, quelqu'un a trouvé le moyen de m'envoyer un message LinkedIn. Enfin, c'est pas possible qu'on m'appelle pour ça. Enfin, voilà. Et du coup, sur le ton de la blague, j'ai répondu au DRH. Il me dit, mais non. Enfin, je cherche vraiment un responsable formation. Ah, c'était au mois d'août. Et on s'est reparlé 3 semaines après. Et en 15 jours, le recrutement a été fait. Et du coup, j'ai posé ma dème et je suis partie. Et qu'est-ce qui venait chercher chez toi? C'était outre ton expérience internationale, la capacité du coup à partir d'un projet from scratch et à tout créer? Alors, il y avait cette capacité-là, effectivement, et la capacité à s'adapter au changement et à accompagner les collaborateurs dans le changement. Parce que Louis Vuitton, à l'époque, allait vivre plusieurs grands changements, dont le changement de direction artistique, de direction artistique et de CEO. On était sur un PDG qui était en place depuis 23 ans et qui allait prendre sa retraite. Et donc, un potentiel changement de business model, le départ de Marc Jacobs, effectivement, donc on rebasculait toutes les cartes. Donc, il fallait vraiment se dire comment, en termes d'accompagnement des collaborateurs, on allait pouvoir les aider et ne pas rester ancré sur ces anciennes croyances. Et là, du coup, tu relèves le défi? Je relève le défi. Moi, j'adore les défis. Et du coup, j'ai la chance de travailler avec le DRH siège de Louis Vuitton à l'époque, d'être en direct avec plusieurs membres du comité exécutif
pour pouvoir définir avec eux ce qui va faire la différence, ce qui va être important si j'ai carte blanche ou pas. Et concrètement, j'ai quasi carte blanche. Donc, je prends beaucoup de temps à observer, à échanger avec les directeurs, les collaborateurs sur ce qui marche pas. Aussi, aller chercher à l'extérieur ce qui va faire la différence pour Louis Vuitton et à travailler sur tout type de projet qui peut me permettre de mieux comprendre de l'intérieur l'organisation et apporter quelque chose pour le futur. Et là, qu'est-ce que c'est ton principal challenge au cours de ces années? Parce que tu y restes quand même 7 ans. Ouais. Donc, tu as le temps de laisser ton empreinte. Qu'est-ce qui, finalement, reste? Tu te dis, OK, ça a été mon gros challenge durant ces 7 ans et j'en suis fière. Alors, le premier gros challenge pendant ces 7 ans, c'est de transformer l'idée d'une formation récompense en une formation qui sert à quelque chose, qui sert à un objectif, non seulement pour le collaborateur, mais aussi pour l'organisation. Parce que le premier constat que j'ai fait, c'est que certains collaborateurs étaient tout le temps formés, 3, 4 formations par an, et d'autres, pas du tout. Donc, pourquoi ? Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'ils ne demandent rien. Donc, de vraiment faire un exercice de recueil de besoins, de connexion avec les objectifs stratégiques et opérationnels de chaque direction, de repasser l'ensemble des effectifs pour pouvoir voir là où on avait besoin d'accompagner, même parfois sur une toute petite compétence, entre guillemets, du point de vue du directeur, mais quelque chose qui allait faire la différence pour le collaborateur. Et du coup, c'est devenu une habitude et de challenger, du coup, les directeurs sur le sujet du développement. Et le moment où je me suis dit que c'est gagné, c'est quand un certain nombre de directeurs m'ont dit « Oui, je sais, tu vas me dire que j'ai pas assez préparé, mais alors, attends, il y a tel objectif. » T'es intégré, quoi. Voilà, j'ai plus besoin finalement de les challenger, ils se challengent tout seuls. Excellent. Et alors, du coup, après, tu pars pour un univers là aussi radicalement différent. Mais comme tu le dis, tu es aussi une femme de changement, puisque tu arrives chez un des temples de la R&D en France et de la tech, qui est Dassault Systèmes. Tout à fait. Comment se passe ce switch ? Alors, en fait, j'ai rencontré quelqu'un de chez Dassault Systèmes lors d'un événement learning à Londres. On a travaillé ensemble dans un sous-groupe et j'étais encore chez Vuitton et j'avais été déjà marquée par ce qui se passait chez Dassault Systèmes et surtout par cette personne qui, du coup, m'avait donné envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, je le suivais sur LinkedIn. Quand j'ai vu le post ouvert, je me suis dit, allez, on va voir ce qui s'y passe. C'est pas que je m'ennuyais chez Louis Vuitton, mais bon, ça faisait quand même plus de 7 ans. J'avais envie d'un nouveau défi et j'ai eu la chance effectivement de repartir chez Dassault Systèmes, un alignement des planètes, puisque la personne qui occupait le poste devait accompagner son mari aux États-Unis. Donc un poste est libéré. Et j'y suis allée et là, super moment pour aussi accompagner un changement qui allait venir très, très vite. Et là, du coup, quelle est la culture ? Parce que quand on pense Dassault Systèmes, je le dis, on pense un peu à recherche et développement, on pense profil d'ingénieur, X-Mine, Pont. Enfin, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, en fait, effectivement, c'est d'abord une culture d'ingénieur et voire plus, c'est une culture de scientifique. Puisque on ne se définit pas comme une entreprise d'éditeur de logiciels, tout simplement, mais on accompagne les transformations de nos clients grâce à des solutions scientifiques. Et c'est la grande différence des équipes Dassault Systèmes. Donc, tout est vraiment pensé, calculé, réfléchi, retravaillé avec ce pan scientifique qui est la colonne vertébrale. Et il y a une raison d'être chez Dassault Systèmes qui est très liée à ce qu'on va apporter en termes de solutions innovantes pour connecter l'homme, la nature, le produit et la vie. Donc, il y a une vraie volonté d'être pas simplement tech, mais d'avoir une empreinte qui va permettre à nos clients de changer et d'avoir une empreinte positive, en fait. Et on le voit, si on te suit un petit peu sur LinkedIn, il y a un hashtag qui revient très souvent, c'est la passion to learn. Oui. Je crois que c'est une des valeurs, justement, Dassault Systèmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton organisation ? Alors, aujourd'hui, on a une évolution dans notre organisation, donc ça tombe très bien. Je suis rattachée à la directrice du service Learn and Grow chez Dassault Systèmes. Et donc, au-dessus, on a notre CPIO. Et dans mes équipes aujourd'hui au niveau global, j'ai des personnes qui sont aussi bien à Singapour, à Perth, qu'au Japon, en Chine ou à Boston, et évidemment en Europe.
Donc, on a une couverture mondiale et des personnes qui sont soit chargées de formation, soit coordinatrices de formation. Et on a une autre équipe qui est plutôt centrée sur la facilitation et le développement individuel des collaborateurs ou tout ce qui est relatif aux certifications pour Dassault Systèmes et qui vont accompagner les business à mettre en place des programmes de certification. Et quels sont un peu tes hot topics du moment où tu te dis, OK, là, c'est les grosses tendances, il faut qu'on forme tout le monde sur tel ou tel sujet. Alors, je sais que tu es une femme de soft skills, mais là, j'imagine que les hard skills doivent être aussi super présents dans un groupe tel que Dassault. Très, très présents. Et effectivement, ce qui est un gros défi pour nous, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont, je dirais, en termes de capacité intellectuelle et de formation, très, très bien formés et qui sont aussi parfois dans de la recherche. Donc, ils vont être très exigeants par rapport à ce qu'on pourra leur apporter en termes de formation. Donc, on a la partie soft skills où on sait bien aujourd'hui que tout ce qui est relatif à la collaboration va être clé. Donc, tout ce qui va permettre une collaboration plus fluide, une agilité dans les relations et une capacité aussi à se connecter avec un client, mais pas n'importe quel client, celui qui va prendre la décision. Donc, on parle des C-level au niveau des sales notamment. Et pour la R&D, c'est tout ce qui bouge et qui bouge tout le temps, que ce soit la cybersécurité, le machine learning, l'AI, la data science, et où on apprend tous les jours. Et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est effectivement très dur de trouver toujours le bon expert, parce que parfois, l'expert, il débute. Et tu as un prisme qui est plutôt quoi? Parfois, j'entends des gens qui sont 100% présentiels, 100% distanciels, d'autres qui aiment bien marier un peu des deux. Toi, tu as un parti pris? Moi, je vais faire une réponse à la normande, même si je ne suis pas du tout, qui est, ça va dépendre du sujet. Ça va dépendre aussi de la culture du pays où on va faire cette formation, parce que j'ai découvert notamment en prenant en charge cet été des équipes plus internationales chez Dassault Systèmes qu'en Chine, si on ne fait pas des formations sur site en ce moment, ce qui peut paraître surprenant, les collaborateurs ne viendront pas. Malgré les règles de confinement strictes et les changements qui peuvent se passer. Et en même temps, en Australie, à Singapour, il faut faire plus de l'hybride. En Inde, il faut faire plus de sur-site. Enfin, il faut mélanger les deux. Mais pour moi, surtout, que ce soit en France ou ailleurs, tout dépend à la fois du sujet de la formation, de la durée de la formation et du formateur. Parce que même si on a vécu plus de 2 années de pandémie, on a des formateurs, des organismes de formation qui sont pas encore tout à fait à l'aise sur le fait d'animer à distance et qui n'ont pas forcément revu tout leur parcours pédagogique. Et ça se ressent. On ne peut pas simplement mettre un Zoom ou un Teams pour former parce qu'on est à distance et refaire la même chose qu'en salle. Ouais. Et je sais que tu parles beaucoup d'entreprises apprenantes, c'est des sujets qui te sont chers. Comment est-ce que tu fais? Alors, je sais que c'est une question difficile. Vraiment, personne n'a de réponse parfaite à ce stade. Comment tu fais pour ancrer finalement, la formation dans le quotidien? Parce que toi, comme tu le dis, tu as un public qui est très exigeant. On est sur des gros bonnets, qui ont fait des grandes écoles, exigeants, durs. Est-ce qu'ils ont ce réflexe un peu d'humilité et de se dire « Ok, j'apprends tous les jours » Est-ce que c'est quelque chose que tu dois impulser? Est-ce que du coup, tu vas marteler des coms sur tes réseaux sociaux internes? Comment tu... Alors en fait, la grande chance que j'ai chez Dassault Systèmes, c'est que la fameuse Passion to Learn, le hashtag, c'est une des valeurs de Dassault Systèmes et ça fait partie de la colonne vertébrale, si je puis m'exprimer ainsi, de Dassault Systèmes. Donc, apprendre, c'est pas quelque chose qui est tabou chez Dassault Systèmes. On apprend tout le temps, on apprend par différents moyens, mais c'est pas forcément le service formation qui va permettre cet apprentissage. Et quand on parle d'entreprise apprenante aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça pour nous, le grand pas qu'on doit faire, c'est qu'on doit lâcher prise par rapport à un certain nombre d'apprentissages qui se font et qui se font sans nous. Et moi, je suis ravie de voir que le business va prendre en charge et va prendre des initiatives pour instaurer des moments de learning, des moments d'apprentissage, que les collaborateurs vont apprendre en peer-to-peer. Et on a tellement d'occasions en fait, qui sont proposées chez Dassault Systèmes, qui sont hors service formation, que finalement, le collaborateur, il apprend tous les jours. Maintenant, ce qui est difficile pour lui parfois, c'est de savoir ce qui va faire la différence et ce qui va lui apporter quelque chose. Parce qu'il y a aussi cette profusion de contenu
qui lui est proposé. Est-ce que c'est de l'apprentissage? Est-ce que c'est de la formation? Et il y a une distance qui va être un peu plus forte vis-à-vis de ces opportunités en France, parce qu'on a une image de la formation en salle qui est encore très présente. Pour être en formation, il faut que j'aille en salle, il faut que ça soit avec un formateur, voire que ça soit certifiant, qualifiant, diplômant. Enfin voilà, ça répond à certaines règles, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste du monde. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, Marie-Dominique, c'est ce côté vraiment, tu parlais tout à l'heure de lâcher prise. Et c'est vrai, trop souvent, on a tendance à limiter l'acte d'apprendre. Voilà, c'est la direction learning qui fait la béquille au collaborateur et qui vient lui donner. Alors que non, il n'y a pas si longtemps, je rencontrais du coup la Dear Learning de Thales, Anne Sherwood, qui avait cette baseline qui va peut-être te parler. Elle disait, voilà, learning is working and working is learning. Et il y a vraiment cette dimension, comme tu le dis, d'apprendre en plein d'occasions. Ensuite, tout n'apporte pas forcément la valeur ajoutée immédiate. Et comme tu le dis, il faut faire le tri. Est-ce que toi, du coup, tu appuies une communication pour marteler ton message? Alors, je comprends qu'il y a la valeur, finalement, passion to learn, qui est très forte, puisque du coup, je comprends que ça fait partie vraiment de votre culture. Et en plus, tu fais des petits rappels d'actions de formation ou finalement, c'est vraiment quelque chose qui est intégré à une roadmap formation? Alors, oui, on fait beaucoup de communication en interne. Clairement, notamment quand on a des événements. Cette semaine, chez Dassault Systèmes, on a les Leadership Development Days sur le campus de Dassault Systèmes, ce qui permet de mettre en lumière des formations, des compétences que l'on souhaite développer chez nos collaborateurs, plutôt des formats courts. Et on le fait dans différents endroits du monde également. Et puis, on a régulièrement des newsletters qu'on envoie à nos collaborateurs avec tous les liens qui vont bien pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc, je dirais les méthodes anciennes marchent toujours. Et tu as un sponsoring assez fort sur ce sujet? Alors, oui. Et en même temps, sur business is first. Et c'est quelque chose qu'on comprend aussi évidemment beaucoup. Parce que sans le business, on n'est pas là. Et la grosse difficulté, mais je pense qu'elle est pour toute entreprise aujourd'hui, c'est la notion de temps. Et c'est encore plus fort aujourd'hui parce qu'on sort du Covid, plus ou moins. On est dans la crise ukrainienne, dans la crise de l'énergie, etc. Et quand on est fournisseur de solutions comme on l'est, les objectifs commerciaux sont hyper importants. Donc, il y a des moments où, effectivement, nos collaborateurs ne sont pas disponibles et cherchent plutôt de l'optimisation. Donc, c'est aussi pour ça que, pour moi, il faut repenser la formation, pas simplement dans ses modalités, pas simplement le côté technique, digital, parce que oui, forcément, mais ça, ce sont des soutiens, des supports qui vont nous permettre d'avancer, mais aussi d'un point de vue expérientiel de l'apprenant. Quelque part, moi, je dis souvent, notre plus grand concurrent, c'est Google. Parce que moi-même, quand j'ai besoin de trouver comment je refais un tableau croisé dynamique sur Excel, parce que je ne l'ai pas fait depuis plusieurs mois. T'as plein d'occurrences. Ouais. Voilà. Je me dis, je me cherche mon petit tuto, mon petit support qui existe, et je ne vais pas sur mon propre LMS. Et tu vois, ça, c'est une vision que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours, il faut gagner la bataille de l'attention. Parce que tu vois, parfois, je discute avec certaines directions learning où on a l'impression que l'apprenant, il est captif, il est là bien au chaud face à son LMS, alors qu'en réalité, en concurrence avec Netflix, en concurrence avec Google, tu citais, avec potentiellement des podcasts, des notifications de téléphone, enfin, c'est fini. Et si on ne capte pas l'attention dans les 30 secondes, on perd l'apprenant. Alors, Marie-Dominique, j'arrive sur une partie un peu plus perso parce que tu le disais, tu es une femme de défi avec, on le sent, une ambition, un dynamisme. Tu travailles avec plusieurs fuseaux horaires. Comment tu fais pour trouver ton équilibre de vie? Est-ce que tu as une morning routine, des grands principes un peu de productivité, de performance? Alors, j'ai pas de morning routine à proprement parler. En fait, le seul moment que je m'accorde le matin, c'est vraiment je me réveille, je vais voir si mes enfants sont réveillés pour aller en cours. Bon réflexe. Parce que parfois, on a des surprises. Je prépare mon thé, je me douche, je me pose et surtout, je ne regarde pas mon téléphone tout de suite. Tu arrives à résister à la tentation? Oui. Et généralement, même, je laisse brancher, ce qui n'est pas toujours bon au niveau écologique, dans la chambre et je vais le chercher après. Après, je peux avoir la télé ou la radio qui est allumée sur les chaînes d'infos que j'écoute moyennement, mais je suis plutôt centrée. C'est le seul moment où je suis vraiment déconnectée. T'as pas l'œil sur tes mails? J'ai pas l'œil sur mes mails et j'essaye de ne pas l'avoir avant une demi-heure avant de commencer ou de partir en trajet. Et même sur mes trajets que je fais en transport en commun, je me mets en mode musique.
en fait. C'est mon moment à moi où je me détends, je me mets dans l'énergie du matin, de la journée. Et du coup, je déconnecte. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Ah, si tu me dis Britney Spears, je ne juge pas. Pas du tout. Là, je venais d'écouter LP. Pointu. Et j'ai une playlist que j'agrémente au fur et à mesure qui tourne en boucle, mais j'ai plus de 1000 titres dessus. De temps en temps, je l'agrémente des nouveautés. Donc, ça passe de LP à Lil Nas à George Michael. Enfin bon, voilà. Éclectique. C'est très éclectique. Et du coup, est-ce que tu as le temps un peu d'apprendre de ton côté? Je sais que c'est très dur, hein, mais c'est souvent une question qu'on oublie de se poser à soi-même alors qu'on est toutes les deux dans le learning. Ouais. Est-ce que tu arrives à te fixer des petits moments dans l'année ou même au quotidien? Alors, au quotidien, moins. Mais en fait, je suis beaucoup un certain nombre de grands influenceurs du learning ou des RH. Et puis, quand j'ai un sujet qui commence à me tarauder, je fais ma bonne petite recherche et je commence à compulser des informations, des articles, des blogs, etc. Et ça me permet de me poser justement dans les transports. C'est l'avantage des transports et de commencer à lire et aller un petit peu plus loin. Donc, je me suis, par exemple, inscrite à la Josh Bersin Academy pour me maintenir sur un certain nombre de compétences. Et puis, j'essaye de me former aussi avec les différents formateurs qu'on peut utiliser à droite à gauche et à rester connectée aux tendances. Je suis très, très intéressée par la diversité aujourd'hui qu'on a dans le monde du learning en termes de profil, parce qu'on a vraiment des gens très, très intéressants et que du coup, on apprend aussi beaucoup d'eux, de nos pairs. Quand j'en ai l'occasion de participer à des petits déjeuners, des événements où on peut partager nos expériences, parfois j'en sors en me disant bon, ok, j'ai rien appris, mais parfois je suis juste épatée et je capte un nom, je capte un organisme de formation, une étude et ça fait ma journée, voire mon mois, voire un petit peu plus. Là où je te rejoins, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Yann Malek, qui est un des confrères, mais côté Crédit Mutuel, on se disait qu'on est quand même dans un univers du learning avec des profils ultra riches. Il y a beaucoup d'autodidactes, comme toi, qui n'étaient pas des puristes du learning. On a parfois des extrêmement puristes, on a parfois des gens qui viennent de la recherche, du marketing. Je recevais il n'y a pas longtemps quelqu'un aussi de la data, Thomas Baron, côté Takeda. Et ça donne un univers qui est ultra dynamique. Et le contexte actuel, en plus, prête à la veille, en fait, prête à l'observation, parce qu'on est dans un monde qui bouge tout le temps. Tout à fait. Alors, Marie-Dominique, j'ai une dernière question pour toi. Tu me dis si tu n'as pas d'idée, je te pardonne. Est-ce que tu as une citation, une punchline qui t'habite et qui te motive un peu le matin ou dans ta vie de façon plus générale? Alors, j'ai une citation de Confucius qui est relative au monde du travail, qui est alors, à peu près, parce que je ne la connais pas par cœur, si tu trouves un travail que tu aimes, tu ne travailleras jamais un jour de ta vie. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui ce travail et pas considérer mon job comme un travail. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai eu énormément de chance dans ma vie. J'ai accepté de prendre des risques et j'ai eu beaucoup de défis. Mais effectivement, la découverte du learning, pour moi, il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai envie d'en sortir. Je te comprends, j'ai aussi un métier passion et ça me parle beaucoup ce que tu me dis. Merci beaucoup Marie-Dominique pour ce super témoignage. On a reçu aujourd'hui une femme d'ambition, de tech, de learning. Je vous invite à la retrouver également sur LinkedIn où tu postes régulièrement. À très bientôt, amis de la RH.